Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour commencer cette présentation, je voudrais faire référence, venir un peu presque 10 ans en arrière, au travail qu'avaient mené Pierre-Éric et Sylvain à La Réunion avec leur projet qui, je pense, s'appelait au milieu des années 2010 HG Contexte, c'est ça? Et dont j'avais eu la chance d'avoir une présentation et puis de lire aussi ce qui avait été publié à la suite de ce travail. Et le travail que vous avez mené à l'époque à La Réunion m'a beaucoup inspiré, à une époque où je cherchais des nouveaux terrains de recherche, de nouvelles problématiques. Ça m'a engagé dans la volonté de travailler sur aussi la question de l'enseignement, pour moi, de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie en Nouvelle-Calédonie. Et donc, voilà, je voulais juste commencer en disant que ce que je vais présenter aujourd'hui ici trouve quelque part ses origines à La Réunion il y a quelques années. Voilà. Alors, pour rentrer maintenant plus franchement dans le cœur de ma présentation, je vais, ça ne vous surprendra peut-être pas, commencer par faire référence à la crise insurrectionnelle que connaît la Nouvelle-Calédonie depuis le mois de mai 2024. Donc, vous avez certainement vu déjà beaucoup d'images, entendu beaucoup parler des événements qui se sont passés en Nouvelle-Calédonie depuis le mois de mai. Et ces événements ont aussi, d'une certaine manière et dans une certaine mesure, révélé la marginalité de l'enseignement de l'histoire de cet archipel au sein de l'école, puisque dans les semaines, on va dire, qui ont suivi le déclenchement de cette crise, j'ai reçu un mail de ma collègue IAIPR au vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie, totalement alarmé en me disant les enseignants d'histoire-géographie n'arrêtent pas de me contacter, ils sont en panique, ils ne savent plus comment il faut faire pour enseigner l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, ils se demandent si on peut continuer à enseigner l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, et donc on a besoin d'agir rapidement pour les réconforter, pour les encourager, pour les rassurer, etc., etc. Et donc on te propose avec Jérôme Grondeux, inspecteur général, d'animer un webinaire pour remettre les gens dans une perspective où l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, ça ne doit pas faire peur, il faut y aller, et c'est pas parce qu'il y a des événements graves qui se sont passés qu'on doit mettre cette histoire sous le tapis et avoir peur d'en parler. Donc ça a débouché sur une action de formation qui s'est tenue le 26 juillet 2024, où donc, on a essayé de rassurer les enseignants et de leur dire qu'il fallait continuer, qu'il fallait pas avoir peur, essayer de leur donner des outils pour essayer de contourner certaines difficultés auxquelles ils pouvaient faire face. Et je vous ai mis aussi là sur le diaporama le lien vers le site académique Histoire Géo du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie, où cette formation est aujourd'hui disponible et on peut la visionner en asynchrone. Alors hier matin, au début de ce colloque, on a eu une très bonne entrée en matière avec Marion Lemoine qui a beaucoup parlé de ce qu'on pouvait entendre par le terme de marge. Et donc moi, je vais juste ici reprendre en mettant mes mots à moi sur des choses qui ont déjà été dites hier très bien par Marian. Donc à savoir que le terme de marge est un terme polysémique qui peut être interprété de plusieurs manières. Ce qui est éloigné d'un centre et se situe à la périphérie, ce qui est le résultat d'un processus de relégation, ce qui caractérise un état, une situation, ce qui s'éloigne d'une norme admise, voire peut générer des normes alternatives, ce qui apparaît déviant ou inadapté, ce qui légitime des rapports de domination. Donc j'espère qu'au fil de ma communication aujourd'hui, vous verrez que selon des prismes différents, l'enseignement de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie peut être rattaché à ces multiples définitions du terme de marge. Donc dans les éléments que je vais présenter pendant maintenant peut-être une quinzaine de minutes, vu que j'ai déjà été un peu bavard. Je vais surtout m'appuyer donc en termes d'ancrage théorique sur ce que l'on appelle la sociologie du curriculum, c'est-à-dire une réflexion sur les programmes scolaires, sur la manière dont ils sont définis, dans la manière dont ils sont appropriés par les enseignants, voire en allant déjà aussi jusqu'à la question de leur mise en œuvre. Donc, dans cette présentation, les exemples que je mentionnerai sont essentiellement des exemples tirés de l'enseignement de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie dans le second degré,
en Nouvelle-Calédonie, donc en collège et en lycée, puisque c'est essentiellement sur le second degré que j'ai travaillé et pour lequel j'ai des données. Mais à l'INSPE de la Nouvelle-Calédonie, je forme aussi à l'enseignement de l'histoire les futurs professeurs des écoles. Et donc, beaucoup des remarques que je vais faire concernant le second degré peuvent aussi s'appliquer dans le premier degré, même si pour le premier degré, je n'ai pas encore des données telles que celles que je vais vous présenter là, pour pouvoir véritablement étayer une argumentation. Donc, ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que l'enseignement de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie est maintenant une préoccupation ancienne, sans doute plus ancienne que dans les départements d'outre-mer français, puisqu'on verra que ça a commencé il y a un peu plus de 30 ans, au moins de manière officielle et dans les prescriptions. Mais même si ça fait maintenant plusieurs années, plusieurs décennies qu'on se préoccupe d'intégrer l'enseignement de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie à l'école, cet enseignement peine à sortir d'une situation marginale, voire marginalisée. Alors, dans un premier temps, je vais aborder ce que j'ai appelé ici dans le grand 1, la marginalité de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie dans les programmes scolaires. Donc, des travaux en histoire de l'éducation en Nouvelle-Calédonie ont commencé les premières expérimentations, on va dire, d'introduction de l'histoire et de la géographie de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie à l'école à partir des années 1930. Quelque chose qui est relativement ancien. Les années 1930, en lien avec l'exposition coloniale, le congrès sur l'éducation dans les colonies dont parlait tout à l'heure Cédric, voilà, il y a un moment dans les années 1930 qui est important et ça s'est surtout matérialisé en Nouvelle-Calédonie par la production de premiers manuels scolaires liés à l'histoire et surtout, plus qu'à l'histoire, à la géographie de la Nouvelle-Calédonie. Mais en réalité, il faut attendre 1988 et donc les accords de Matignon-Oudinot, qui sont les accords de paix qui mettent fin à la décennie de guerre civile qu'a connue la Nouvelle-Calédonie dans les années 1980, pour que cet enseignement de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie fasse, on va dire, une entrée officielle dans les prescriptions. Ainsi, dans le texte des accords de Matignon du mois de juin 1988, on trouve, j'ai extrait vraiment avec les guillemets, la mention suivante: la nécessité de mettre en place une adaptation des programmes nationaux de l'enseignement primaire. En réalité, à la fin des années 1980, c'est pas seulement l'enseignement primaire qui a été touché par cette volonté de mettre en place des adaptations, puisque 2 ans après la signature des accords de Matignon-Oudinot, on a la mise en œuvre de premiers programmes adaptés pour le primaire et aussi pour la classe de 6e. Et ensuite, progressivement, les années suivantes, on va passer de la 6e à la 5e, à la 4e, etc., etc. Et ce mouvement qui est appelé par les accords Matignon-Oudinot d'adaptation est concomitant avec la prise de fonction en Polynésie française en 1990 de Michel Lextrait comme inspecteur pédagogique, avec extension de compétences sur la Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna. Et pendant environ 20 ans, jusqu'à sa retraite en 2010, Michel Lextrait va être l'un des acteurs fondamentaux pour encourager et favoriser ce que les accords de Matignon-Oudinot ont appelé l'adaptation des programmes. Et ici, donc, je vais m'intéresser surtout au programme d'histoire. Donc, tout ça pour dire que ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie et plus largement dans les collectivités françaises du Pacifique est relativement antérieur au mouvement d'adaptation qu'on peut rencontrer notamment dans les départements d'outre-mer, car si je ne me trompe pas, il faut attendre pour les DOM une note de service de 2000 pour lancer la question des adaptations. Alors, ces adaptations, pour l'instant je les appelle comme ça, elles restent pour moi quelque chose de marginal dans le cadre général des prescriptions officielles parce que ces adaptations sont situées toujours en marge des programmes et avec une difficulté à être pleinement reconnues. Cette marginalité, je dirais qu'elle est inhérente à la manière dont est intégrée l'histoire de la Nouvelle-Calédonie dans les programmes, puisque finalement, ce qu'on fait en Nouvelle-Calédonie depuis la fin des années 1980 correspond tout à fait à ce qui est mis en place par la circulaire du Maine de 2000. Et là, j'ai extrait cette citation: l'adaptation des programmes d'histoire et de géographie ne bouleverse pas l'architecture des textes actuellement en vigueur, dont elle maintient l'essentiel des contenus. Donc, il y a un cadre de référence qui est toujours le programme national,
Et ensuite, on essaie, on va voir dans le cas de la Nouvelle-Calédonie comment, d'intégrer des éléments liés à l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Et en 2010, au moment de son départ à la retraite, Michel Lextré ne disait pas autre chose à Nouméa, même s'il le mettait en forme avec des mots différents, puisqu'il disait, je cite, il faut proposer suffisamment d'adaptations pour ne pas tomber dans l'anecdotique, mais également ne pas trop en faire au risque de se considérer comme le centre du monde. Donc finalement, le centre du monde ne serait plus, pour aller vite, la France, mais le centre du monde deviendrait la Nouvelle-Calédonie. Et donc on ne cesse de louvoyer entre ces deux extrêmes, qui seraient d'un côté abandonner le référent national ou au contraire toujours rester malgré tout liés à ce référent national. Alors, on aborde souvent pour évoquer ces questions les termes de programme adapté, programme contextualisé, les adaptations, les contextualisations. Ce sont moi des termes que j'utilise peu ou pas du tout, voire ce sont des termes que je n'apprécie pas et que je rejette la plupart du temps pour en privilégier un autre terme qui n'est pas forcément mieux mais qui moi me convient mieux. Donc après on pourra si vous voulez en discuter. Avant d'arriver à ce terme, je voudrais juste parler de ce qui a essayé d'être promu dans le Pacifique dans les années 2010 par l'inspectrice à l'époque basée toujours en Polynésie et qui avait pris la suite de Michel Lextré. Elle nous disait qu'au lieu de programme adapté ou programme contextualisé, il fallait parler de programme partagé. Donc c'était joli, ça paraissait sans doute beaucoup plus inclusif, mais on va dire que cette tentative de favoriser cette nouvelle appellation a pas véritablement pris dans le contexte du Pacifique. Alors moi, quand je travaille avec les étudiants en formation et notamment en formation initiale, j'évoque la plupart du temps les programmes que j'appelle des programmes aménagés. Donc, j'utilise peu le terme de programme contextualisé ou de contextualisation parce qu'en réalité, aujourd'hui, en 2024, dans les programmes d'histoire-géographie de la Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas véritablement de contextualisation. On passe la plupart du temps par le biais d'ajouts au programme national où on rajoute des choses supplémentaires. Donc, c'est pas véritablement de la contextualisation, c'est pas de l'ajout. Et j'aime pas non plus beaucoup le terme d'adaptation. Et pour contester ce terme d'adaptation, je m'appuie notamment sur les travaux de Marie Salahin sur la question de l'adaptation en situation coloniale, voire pour nous, si vous voulez, en situation post-coloniale. Il y a aussi l'idée que derrière le côté d'adaptation aujourd'hui dans le système éducatif français, il y a le fait de s'adresser à des publics à besoins éducatifs particuliers avec l'idée d'un enseignement qui serait peut-être un enseignement au rabais, etc. Bon, je ne m'étends pas beaucoup. Moi, j'aime bien l'idée de programme aménagé. Ça correspond, il me semble, assez bien à une réalité, qu'on garde bien ce cadre, ce référent national, et qu'à l'intérieur, on va faire des aménagements qui sont quand même, pour la plupart, des aménagements qui sont plutôt quand même des aménagements à la marge. Donc, comme je le disais aujourd'hui, la situation en Nouvelle-Calédonie se caractérise plutôt par des ajouts au programme national pour aménager les choses. Je vous ai mis ici deux exemples avec le programme actuel, les principales thématiques de la classe de cinquième et les principales thématiques qui sont abordées en classe de seconde. Donc vous voyez que dans la classe de cinquième, en fait, l'aménagement se fait par l'ajout d'une thématique supplémentaire à l'intérieur du programme, qui est donc le thème 3, la civilisation kanak pré-européenne. Donc c'est un ajout qui est intéressant, qui pour moi peut quand même être un peu problématique dans la manière, dans la mesure où il relie finalement la situation calédonienne pré-européenne à une espèce de Moyen Âge. Donc alors que c'est pas tout à fait la même chose, mais on va dire que c'est un moindre mal puisque à l'origine, dans les projets d'adaptation ou d'aménagement, avant que le programme ne sorte réellement, les collègues qui travaillaient sur l'aménagement du programme national avaient envisagé à l'origine d'aborder la civilisation kanak pré-européenne en classe de sixième en lien avec la préhistoire, qui n'était pas beaucoup mieux. Voilà. Et ensuite, l'autre exemple que je vous ai mis, c'est le programme de seconde générale tel qu'il est appliqué aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Et là, on voit apparaître finalement une logique qui pourrait être, moi, ce que j'appellerais un peu une logique de saupoudrage, c'est-à-dire on prend le programme national et puis à certains moments, on va rajouter, souvent pour coller à des préoccupations de nature chronologique, des éléments relatifs à l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Donc cette manière d'envisager l'aménagement des programmes nationaux entretient pour moi la marginalité de l'enseignement de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, parce que cette histoire est insérée la plupart du temps uniquement à partir de considérations chronologiques à l'intérieur des programmes nationaux.
Elle positionne toujours l'histoire de la Nouvelle-Calédonie par rapport à un référent qui reste l'histoire nationale, l'histoire européenne ou plus largement l'histoire occidentale. Elle envisage ensuite son apprentissage dans une logique répétitive et rébarbative, de mon point de vue, pour les élèves du cycle 3 à la terminale, c'est-à-dire qu'au cycle 3, au cycle 4, au lycée, en fait, on va parcourir à 3 reprises, à peu près de la même manière, la même histoire. Et ça me fait penser à des travaux qui ont été notamment menés en Australie, où on parlait aussi de la question en Australie, on se préoccupe notamment en Australie de la question de l'insertion de l'histoire autochtone dans l'histoire nationale australienne, et où en fait on voit que les élèves sont souvent peu intéressés par cette histoire, parce qu'en fait ils disent, on nous raconte tout le temps la même chose, du primaire jusqu'à la fin du lycée, et à la fin on en a marre d'entendre toujours la même chose. Et en Nouvelle-Calédonie, on est vraiment dans cette situation-là aujourd'hui, avec en plus une histoire de la Nouvelle-Calédonie qui est étudiée pour elle-même, en général uniquement en lien avec la France, mais pas du tout en lien avec son environnement régional. C'est-à-dire une histoire qui est complètement déconnectée de son environnement proche. Voilà. Alors au moment de l'aménagement des programmes de seconde, notamment, j'avais beaucoup milité pour qu'au lycée, on se dégage un peu de l'échelle purement calédonienne pour aller vers une échelle océanienne. Et je m'étais heurté à cette époque-là à une fin de non-recevoir. Non, non, c'est l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, et puis c'est tout. Et donc, on refait au lycée ce qu'on a déjà fait au collège pour dire les choses simplement. Deuxième partie, j'ai un peu avancé parce que je sais que je me doute que je suis pas super en termes de temps. On va voir maintenant comment est-ce qu'on peut caractériser le fait que cet enseignement serait, pas toujours, mais en tout cas dans certains cas, marginalisé par les enseignants qui prennent en main, qui prennent ces programmes et doivent les mettre en œuvre. Donc là-dessus, je vais m'appuyer sur un questionnaire que j'ai diffusé en 2020 auprès de l'ensemble des collègues par le biais du vice-rectorat sur l'emplace de accorder à l'enseignement de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie au collège. Donc sur cette enquête qui concernait en fait tous les enseignants d'histoire-géographie, donc j'ai eu 64 répondants sur 149 enseignants en poste, donc un taux de réponse de 43%, un peu supérieur à celui de HG Contexte dont je parlais tout à l'heure, mais pas énormément supérieur, mais un peu supérieur quand même. Et en fait, dans ce questionnaire, je prenais toutes les séquences où on devait parler de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie au collège et je posais aux enseignants 4 questions sur chacune de ces séquences. Combien de temps vous aimeriez passer sur cette séquence? Combien de temps vous y passez réellement? Par rapport aux anciens programmes, est-ce que vous y passez plus de temps, autant de temps, moins de temps? Et donnez-moi le plan de votre séquence à chaque fois pour que je vois un peu comment c'est découpé. Voilà. Donc au total, j'ai eu 64 réponses et je ne peux pas faire une étude complète de ce travail ici, mais je vais essayer de résumer ça avec un seul tableau. Pardon, le tableau, ça y est, vous l'avez. Où avec, vous avez dans la première colonne l'ensemble des séquences qui peuvent être mises en place quand on enseigne l'histoire de la Nouvelle-Calédonie de la 6e jusqu'à la 3e. Vous avez ensuite 2 colonnes avec les durées que les enseignants souhaiteraient consacrer à cet enseignement. Vous avez ensuite 2 colonnes sur les durées réelles qu'ils déclarent passer sur ces enseignements. Et je vous ai mis dans une dernière colonne, la même année, je travaillais avec les étudiants de Master MEF sur justement la création de supports pédagogiques. Et là, on travaillait donc sur un découpage et avec aussi des volumes horaires associés. Donc tout un travail qui a donné lieu donc à des productions très intéressantes qui sont depuis disponibles sur le site du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie. Donc par exemple, quand je vous dis qu'en formation, on a travaillé sur des adaptations où on consacrait 51 heures de la 6e à la 3e à l'enseignement de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, vous allez le vérifier, c'est en ligne sur le site du vice-rectorat. Une première chose qui m'a beaucoup surpris en lisant les résultats et une chose à laquelle je m'attendais pas du tout, moi j'étais dans une vision où grosso modo tous les enseignants allaient me dire ben, en fait j'aimerais passer beaucoup de temps et je passe moins de temps pour X raisons. Et ce que je m'attendais pas du tout à voir apparaître, c'est des enseignants qui allaient me dire en fait on passe trop de temps sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et il faudrait passer moins de temps que ce qu'on y passe réellement. Alors je vous rassure, cette situation elle est relativement marginale, c'est 15 à 20% des enseignants qui sont dans cette situation-là. Mais pour moi, ça a été un peu une surprise et un choc de découvrir ça. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que globalement, sur le réel, on est sur 4 ans de collège, sur une moyenne aux alentours de 24 heures consacrées à l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, donc quelque chose qui est quand même relativement faible. Et par rapport au temps à consacrer à cette histoire sur lequel on est en formation, on est au contraire sur 51 heures, donc un écart qui est quand même pratiquement au plus que du simple vers le double sur le temps à passer.
Alors même si les écarts ne sont pas très importants, on voit quand même qu'il y a des choses qui apparaissent. L'histoire de la Nouvelle-Calédonie semble davantage enseignée par des personnes qui sont des femmes, qui sont nées en Nouvelle-Calédonie, qui sont âgées de moins de 35 ans, et ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, ben, finalement, depuis que je forme des enseignants d'histoire-géographie en Nouvelle-Calédonie, ça a peut-être porté ses fruits, mais pas du tout. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que les enseignants plus âgés, qui ont été notamment dans les années 90 et 2000 très engagés dans le processus des adaptations, ressentent vers la fin de la carrière une vraie lassitude et une vraie fatigue, notamment parce qu'ils ne sont pas accompagnés du point de vue institutionnel. Voilà. Donc j'étais content, mais en même temps j'étais pas dupe de d'où venaient ces résultats. Et je vous ai mis ici un exemple sur une séquence en particulier, qui est quand même une séquence importante quand on travaille sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, la séquence de la classe de quatrième consacrée aux conquêtes et sociétés coloniales. Et bien là, je vous ai mis le détail de tout ce qu'ont répondu les enseignants et ce qu'on voit apparaître, et c'est vrai pour l'ensemble des séquences, c'est en fait quelque chose de très éclaté. Puisque sur cette séquence, on peut aller de 0 heure consacrée à cet enseignement jusqu'à 10 heures consacrées à cet enseignement. Alors on voit qu'il y a grosso modo une moitié qui consacre un nombre d'heures relativement limité, une petite moitié qui consacre un peu plus d'heures, mais ce qui est surtout très frappant dans tout ça, c'est l'extrême hétérogénéité des pratiques liées à la mise en œuvre des programmes. Entre ceux qui s'en emparent véritablement et ceux qui finalement se contentent, on va dire, de faire le minimum possible. Alors, comme j'ai déjà écoulé le temps, malheureusement, je vais très vite et je passe directement au grand 3, où j'aimerais donc aborder rapidement quelques perspectives pour essayer de sortir cet enseignement des marges dans lesquelles il peut être parfois, avec pour base un nécessaire renouvellement de la réflexion épistémologique et didactique. Donc là, je vais m'appuyer sur plusieurs entretiens semi-directifs que j'ai fait avec des enseignants d'histoire-géographie entre 2019 et 2021, pardon. Ces entretiens sont pas très nombreux, j'en ai que 9 avec essentiellement des enseignants qui sont en poste dans l'agglomération de Nouméa. Mais grosso modo, il y a 3 points qui, dans les discussions, dans les échanges que j'ai eu avec ses collègues, 3 points que j'ai un peu voulu partager avec vous aujourd'hui. Le premier, c'est qu'il existe en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui un fort décalage entre l'histoire telle qu'elle est enseignée à l'école et la manière dont elle est transmise et circule dans la société. Et que ce décalage pose un véritable problème, qui peut expliquer que cette histoire soit parfois marginalisée. Donc, quand on échange avec les enseignants, on voit que l'histoire à l'école, elle est transmise avec pour base une forme de doxa articulée autour de quelques principes qui sont transmettre une histoire commune, vecteur d'identité, transmettre une histoire neutre, et les enseignants insistent beaucoup sur la neutralité, mais vous voyez que je l'ai mis entre guillemets, transmettre une histoire qui permet à partir du passé de comprendre les enjeux du présent, et transmettre une histoire qui forme les futurs citoyens. Et ce qu'on constate quand on regarde, quand on vit en Nouvelle-Calédonie ou quand on observe la Nouvelle-Calédonie depuis l'extérieur, c'est que l'histoire dans la société calédonienne, c'est tout l'inverse de ce que l'école cherche à faire. Hors de l'école, l'histoire, elle divise. L'histoire, elle est comprise et interprétée au prisme de la volonté ou pas du maintien dans la France. Elle sert à justifier le présent et à revendiquer pour l'avenir. Et donc, en fait, tous ces usages dominants de l'histoire dans la société sont totalement, la plupart du temps, absents de la manière dont on transmet cette histoire à l'école. Et si on se met donc là du point de vue de l'élève, en fait, on peut dire que les élèves, certainement dans une certaine mesure, ne se reconnaissent pas dans l'histoire telle qu'elle leur est enseignée. Le deuxième constat que je voulais aujourd'hui partager avec vous, c'est la très grande difficulté à accorder une place à une vision océanienne de l'histoire et de ses modes de transmission. Dans les échanges que j'ai eus avec les collègues, systématiquement, je leur ai posé la question suivante. Quelle place accordes-tu dans ton enseignement sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie à une vision océanienne de l'histoire? Vaste sujet, vaste question, qui a souvent créé de nombreux malaises dans l'échange qui était souvent jusqu'alors extrêmement cordial et fluide. Là, tout d'un coup, je suis tombé dans un gouffre. La plupart du temps, la réaction que j'ai eue, je l'ai ici résumée avec la réaction d'un des collègues, mais c'est quoi une vision océanienne de l'histoire? Donc déjà une profonde méconnaissance, dans beaucoup de cas, à la fois des modalités de production, de transmission, de circulation de l'histoire en contexte océanien.
Parfois aussi, cette question a suscité chez certains collègues une réaction identitaire du type « j'ai une vision occidentale parce que j'ai reçu une éducation européenne ». Chez beaucoup de collègues, il y a aussi des représentations erronées sur ce que peut être une vision océanienne de l'histoire. Pour certains collègues, une vision océanienne de l'histoire, ça veut dire parler de l'histoire kanak. Parler de l'histoire kanak avant les premiers contacts. Adopter un point de vue kanak sur l'histoire, voire même être favorable à l'indépendance. C'est ça une vision océanienne de l'histoire. Alors, malgré tout, dans les échanges, on a parfois réussi à arriver à des choses qui allaient dans un sens un peu plus positif, on va dire, mais sans forcément être toujours conscientisé par les collègues. La question de l'oralité dans la transmission des savoirs, par exemple, a été à plusieurs reprises évoquée. La volonté de travailler sur les récits fondateurs kanak, mais quand les collègues envisagent de travailler sur les récits fondateurs kanak, ils l'envisagent plutôt en classe de 5e, en lien avec la civilisation kanak pré-européenne, et pas du tout en lien avec le peuplement du Pacifique, où finalement on a deux visions différentes qui sont en présence sur la manière dont le Pacifique a été peuplé. Est-ce que ce sont des pirogues qui sont venues de l'extérieur, ou est-ce que finalement cette population, elle s'est générée d'elle-même sur ce territoire? Troisième constat qui ira très vite, la question des savoirs et représentations des élèves sur l'histoire perçus comme des menaces potentielles en classe. En effet, les enseignants identifient que les savoirs et représentations préalables sur l'histoire sont issus du cercle familial et communautaire, avec très souvent un jugement négatif sur ces savoirs qui viennent de l'extérieur de l'école, et que j'ai résumé ici au travers de 4 citations de collègues. Ils ont des connaissances de la famille, c'est pas évident ensuite de faire avec ça. Au lycée, une fois qu'ils les ont, c'est compliqué. Quand ils ont des connaissances de leurs parents, ils ont des discours en arrière et donc ils sont erronés dans le sens où c'est pas neutre. Certains, ils sont politisés, ils ont une vision, ils ont leur vision de l'histoire, voilà, c'est les Blancs, c'est les Kanaks. Et enfin, ils ont une vision qui est poussée au maximum, c'est compliqué de construire autre chose par la suite. Alors, j'en arrive à la conclusion, Pierre-Éric. Donc, bien que prescrit depuis 1988, l'enseignement de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie reste pour moi aujourd'hui une marge scolaire, car il souffre d'un défaut de valorisation et d'accompagnement au niveau institutionnel, car il est mis en œuvre de manière très hétérogène selon les enseignants, les établissements scolaires, les niveaux de classe, et aussi parce qu'il peine à se développer du fait de contraintes externes et internes que j'ai essayé de voir avec vous dans le développement plus haut. Alors pour finir cette communication, je voudrais me référer à 2 historiens calédoniens qui sont certainement aujourd'hui dans la société calédonienne les plus célèbres, les plus visibles, les plus écoutés, les plus entendus. Le premier est Christophe Sand, qui est plus spécifiquement archéologue, qui a notamment beaucoup travaillé sur le début du peuplement de la Nouvelle-Calédonie. Et donc en 2020, suite à un séminaire qu'il a animé, il a tenu des positions qui le caractérisent et qui sont très tranchées comme à son habitude, arguant qu'il existe plusieurs types de rapports au passé dans la société calédonienne. Je suis totalement d'accord avec lui. Il insiste aussi sur le fait qu'il existe aujourd'hui 3 philosophies différentes du passé en Nouvelle-Calédonie, une philosophie occidentale, une philosophie océanienne, et lui, comme d'autres, insiste aussi sur une troisième manière d'envisager l'histoire de la Nouvelle-Calédonie qui est en privilégiant le prisme des descendants de la colonisation, des descendants de colons que lui appelle des blancs océaniens et qui ne peuvent pas être mélangés avec les oreilles pour aller vite. Il insiste sur le fait que ces philosophies sont aujourd'hui opposées et il faut travailler à les reprocher, à les rapprocher, et que c'est à cause de cette situation qu'aujourd'hui les élèves ne connaîtraient pas l'histoire de leur pays. Alors moi je suis assez en désaccord avec Christophe Sand sur le fait que les élèves calédoniens ne connaissent pas l'histoire de leur pays, même si c'est pas forcément à l'école qu'ils l'apprennent. Voilà. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que en 30 ans d'aménagement des programmes nationaux, l'école n'est pas l'endroit où un passé commun a émergé, même si on peut quand même reconnaître à l'école d'avoir essayé de faire quelque chose, mais dans le contexte qui est le nôtre, il faut dire que l'école, elle a quand même peu d'armes pour se battre face à des choses qui sont hors de l'école et qui sont beaucoup plus puissantes que l'école elle-même. Et enfin, je terminerai avec le pape de l'histoire calédonienne, Louis-José Barbançon, qui a publié l'année dernière un ouvrage, La racine et l'horizon, dont j'ai extrait une courte citation qui me servira à terminer mon propos. Louis-José Barbançon nous dit « Il s'agit de savoir si l'histoire de la Nouvelle-Calédonie est un tout ou la partie d'un tout,
Un simple épisode de l'histoire de France, une histoire où la rencontre avec le peuple kanak et son histoire millénaire n'aurait été, comme le dit Christophe Sand, qu'un hockey dans un continuum mélanésien, ou au contraire, une rencontre fondatrice d'une histoire commune. Bien entendu, dans l'idéal, le mieux serait de ne pas opposer le tout et la partie du tout, et cette question ne devrait pas se poser. Pourtant, elle se pose et il ne faut pas la fuir. Merci beaucoup.